nos clients, si j'ose dire en quelque sorte, qui est-ce qu'on cherche à protéger? C'est en premier lieu les administrations, évidemment, donc les ministères, les collectivités, etc. Également, alors un autre acronyme barbare, ce qu'on appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale, c'est-à-dire tous les acteurs publics ou privés, et essentiellement privés, sans lesquels, pour employer des grands termes, la nation ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, alors la liste exacte de ces opérateurs est secrète, mais on imagine aisément que dans le secteur des transports, de l'énergie, etc., si on fait tomber EDF par une attaque informatique, on aura des problèmes et c'est pas la peine de protéger l'État s'il n'y a plus d'électricité. Donc on a des missions et des prérogatives qui sont fixées par la loi pour sécuriser ces opérateurs-là. Et plus généralement, on se refuse rien en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on a également des missions de conseil auprès des entreprises, auprès des particuliers, auprès de différents acteurs, et j'en évoquerai quelques-uns. On peut passer. Alors, nos missions, très schématiquement, elles sont de trois natures. La prévention des attaques, faire en sorte que ça ne se produise pas. Une mission de sensibilisation générale pour aider les gens à prendre en compte ces risques, et une mission de réaction, parce qu'on sait très bien qu'on réussira jamais à 100% sur les deux premiers axes, et qu'on aura toujours des attaques qui marcheront, et là on intervient en réparation. Donc sur nos missions de prévention, trois grandes catégories d'actions. On a des actions réglementaires, donc le métier traditionnel d'administration, on élabore des textes de loi qu'on fait voter au Parlement, on élabore des décrets. C'est quand même un outil super puissant, notamment quand on va parler au secteur privé pour forcer certaines choses. Le niveau minimum de sécurité, donc on a par exemple une loi qui s'applique aux opérateurs d'importance vitale et qui leur impose des mesures de sécurité, qui leur impose de déclarer les incidents informatiques à l'ANSSI, qui nous donne des pouvoirs d'intervention et de contrôle. La labellisation de produits et de services, ça c'est un de nos leviers principaux. C'est un peu une constante dans le domaine de la cybersécurité que acheter des solutions est extrêmement compliqué. Autant quand vous achetez, je ne sais pas, une application pour faire du commerce en ligne, vous verrez très vite si elle marche ou si elle ne marche pas. Quand vous achetez une application de cybersécurité, vous êtes généralement bien incapable de l'évaluer vous-même, et deux, au mieux, vous vous rendrez compte qu'elle ne marche pas quand ce sera trop tard et que vous aurez été attaqué. Au pire, vous vous en rendrez jamais compte et vous ferez attaquer sans vous rendre compte de rien. Donc on a une mission qui consiste à évaluer des solutions, que ce soit des produits de sécurité, des pare-feux, des moyens de détection, des outils de chiffrement, ou des prestataires de sécurité, donc des prestataires d'audit, par exemple, ou des prestataires de réponse à incidents. On va les évaluer de manière approfondie sur le plan technique, également sur le plan de la confiance. C'est évident que quand vous faites appel à un prestataire d'audit, vous avez envie qu'il soit bon, mais vous avez aussi envie qu'il ne fasse pas n'importe quoi des informations qu'il collecte. Et quand on est satisfait, on délivre un tampon, un label de l'ANSSI. Alors ça a des termes divers, la certification, la qualification, la labellisation. En tout cas, on délivre un tampon de l'ANSSI qui dit « celui-là, vous pouvez nous faire confiance, il est bon ». Ce produit-là, ce prestataire de service, et on essaie d'éclairer comme ça les choix des clients au sens large de ce type de solution. Et une mission générale de conseil et de soutien. On accompagne des grands projets de l'administration, des grands projets de certains opérateurs d'importance vitale par des conseils qui soient génériques ou très ciblés. Un exemple de ce type de grand projet pour illustrer, parce que c'est loin d'être le seul, on parle beaucoup en ce moment des compteurs Linky. Donc compteurs électriques et connectés et intelligents qui vont être placés chez vous pour faire le suivi de la consommation d'électricité. Alors on en parle beaucoup sur des questions de protection des données personnelles, ça c'est pas vraiment notre métier, c'est celui de la CNIL. Par contre il y a aussi des enjeux sur ces compteurs qui sont de ne pas faire en sorte qu'une attaque informatique prenant la main sur ces compteurs puisse faire effondrer le réseau de distribution d'électricité, ce serait un peu embêtant. Donc c'est un projet qu'on a accompagné depuis son début. En définissant les architectures globales de sécurité, en préconisant certaines mesures, en participant à l'évaluation des risques, en évaluant les produits, etc. etc. Slide suivante. Notre mission de sensibilisation, plus généralement, et même si certains d'entre vous ne viennent pas travailler à l'ANSSI un jour, ça peut vous servir, on publie sur notre site web, dont j'aurais peut-être dû mettre l'URL, mais ça se retrouve facilement, c'est ssi.gouv.fr, un paquet de guides.
qui vont de choses très simples à destination du patron de PME pour les réflexes de base, ce qu'on appelle l'hygiène informatique, que tout le monde peut mettre en œuvre, jusqu'à des choses très techniques, bien mettre en œuvre IPsec, bien mettre en œuvre des politiques de contrôle d'accès particulières sur Windows 10 par exemple, et toutes sortes de choses de ce genre-là, se protéger contre le DDoS, sécuriser le protocole BGP, alors ça concerne un public très particulier qui sont plutôt les opérateurs de télécommunications, mais voilà, donc toutes sortes de recommandations, partage des bonnes pratiques. Sensibilisation au risque, on est aussi, alors c'est une particularité de l'ANSSI, on est une agence et une administration qui communique beaucoup. Vous regardez la direction des impôts, la direction du budget, c'est des gens que vous les verrez pas très souvent à la télé. L'ANSSI en particulier, son directeur général vient souvent à la télé, passe souvent dans les médias. C'est pas qu'on aime se voir à la télé, c'est qu'on a une vraie mission de faire passer certains messages et de sensibiliser aux risques, y compris le grand public. Troisième grand pan d'activité, c'est tout ce qui est le traitement d'attaques. Alors ça recouvre plusieurs sous-catégories. On a une première mission qui consiste à détecter ces attaques informatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des sondes, des choses qu'on a conçues et développées nous-mêmes, qui sont des boîtiers permettant de détecter dans un flux réseau des choses suspectes, des attaques informatiques connues ou potentiellement inconnues, qu'on place devant tous les accès à Internet des administrations. Alors évidemment, on ne va pas les placer sur les sorties Internet des opérateurs privés qu'on cherche à sécuriser. Ce serait peut-être un peu outrepasser nos missions. Chez eux, on a imposé le recours à des prestataires qualifiés de détection d'incidents qui sont censés, in fine, nous remonter les incidents, mais pas nous remonter les données brutes, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de savoir ça. Mais toujours est-il qu'on surveille au moins le périmètre de l'administration de manière directe, et qu'on a H24 des veilleurs dans les murs de l'ANSSI qui surveillent des grands murs d'écran, sur lesquels il y a toutes sortes de lumières qui clignotent, plus ou moins inquiétantes, et qui font l'analyse de toutes ces alertes pour essayer de trouver les aiguilles dans les bottes de foin qui constituent les attaques. Une fois qu'on a identifié une attaque, on va intervenir potentiellement pour stopper l'attaque et revenir à une situation normale, c'est-à-dire restaurer les systèmes. Alors ça peut avoir l'air simple, le réflexe de base de l'administrateur système dans ce cas-là, ça consiste à débrancher soit le courant si on est brutal, soit la prise réseau si on l'est un peu moins, et puis à réinstaller les machines. La pratique montre que face à des attaquants évolués, en particulier ce qu'on appelle les APT, donc les attaques avancées et persistantes, ça ne marche pas du tout parce qu'on est face à un attaquant qui a pris le contrôle de 10 000 machines et vous pouvez en réinstaller 10, 100 000 d'un coup. À peine réinstallées, elles retomberont sous le contrôle de l'attaquant. Donc on a toute une procédure. Généralement, quand on fait des grosses interventions de réponse à incident, qu'on est sur des parcs de 10 000, 20 000, 30 000 machines compromises, on passe déjà des mois à essayer de comprendre qui est l'attaquant, comment il a fait pour rentrer, jusqu'où il est allé, qu'est-ce qu'il utilise pour se maintenir dans le système. On planifie au détail près une opération de ce qu'on appelle bascule, qui va consister à, par périmètre successif de confiance depuis le plus important, c'est-à-dire généralement l'Active Directory, jusqu'au poste utilisateur in fine, reprendre la main sur le système, le durcir progressivement, et c'est pour ça qu'une opération de restauration, c'est pas une opération ponctuelle, c'est une opération qui s'étale sur plusieurs mois, de la planification jusqu'à la bascule, et puis au-delà de ça, une fois qu'on est intervenu chez quelqu'un, généralement on passe des mois derrière à l'aider à augmenter son niveau de sécurité. Parce que c'est bien la peine de chasser un attaquant, si c'est pour qu'il revienne 2 semaines après, ça nous aura servi à rien. Donc on en profite pour élever le niveau de sécurité. Pour donner un cas d'exemple, et j'y reviendrai un peu plus tard, on a traité, c'est l'un des rares sujets visibles, je reviendrai sur ce sujet, qu'on a pu traiter, TV5 Monde, l'attaque de TV5 Monde où l'ANSSI est intervenu en urgence pour empêcher la chaîne de s'effondrer. Ça a été vu, c'était la première fois d'ailleurs que nos agents intervenaient devant les caméras parce que forcément il y en avait dans la boutique et n'ayant rien de mieux à faire, ils filmaient nos agents en train d'essayer de réparer leur système d'information, c'est de bonne guerre. Au-delà de ça, on a travaillé à peu près 6 mois avec eux pour essayer de les accompagner dans la mise en œuvre d'un plan de sécurité qui leur permette d'affronter ce genre de menaces à l'avenir sans avoir besoin de déclencher un plan hors sec. Un petit point de vue sur nos moyens. Donc je le disais, on a connu une croissance frénétique. On était à peu près 150 au moment de la création, où on a hérité d'une administration précédente. On est 550, on sera 550, 547 pour être précis en fin d'année. On continue à recruter avec un rythme de plus 25 à plus 50 par an. C'est sans doute pas prêt de s'arrêter puisque les besoins sont gigantesques. On est implanté. On est une administration très parisienne, donc on a 2 sites à Paris, un très historique qui sont les Invalides,
et un autre plus pratique pour les équipes techniques qui est près de Bir Hakeim, donc près de la Tour Eiffel, sachant que les Invalides, je vous laisse imaginer la tête de l'architecte des bâtiments de France quand vous lui dites que vous avez besoin de mettre des condensateurs pour la climatisation d'un nouveau data center. Ça passe pas très bien, donc on a trouvé un bâtiment plus pratique. On a depuis pas très longtemps également des représentations régionales, non pas qu'on soit amené à se développer comme la police ou la gendarmerie un peu partout dans les régions, mais on a un référent dans chaque région qui fait un peu la tournée des popotes pour recueillir les besoins, apporter la bonne parole et faire le lien avec l'ANSSI en centrale. On a évidemment de nombreux partenariats avec d'autres administrations, la justice, la police, les armées, des entreprises. On a un tissu de partenaires entreprises, notamment celles qu'on labellise, des partenaires internationaux évidemment, donc on a énormément de relations avec nos partenaires internationaux, même si, comme je le disais tout à l'heure, quand on parle à nos homologues anglais ou américains, on ne peut pas oublier que ce sont aussi des services de renseignement, donc ce sont à la fois nos amis, mais aussi nos adversaires dans certains contextes. Et donc on a des relations qui sont intéressantes, comme disent justement les anglo-saxons. Alors, peut-être un petit point sur... c'est très bien tout ça de dire qu'on a plein de moyens pour faire plein de choses, mais qu'est-ce qu'on cherche à éviter? Si vous pouvez passer la slide. Très synthétiquement, les attaques, on en trouvait historiquement, essentiellement en matière d'espionnage, qui vont des choses très basiques, du vol d'identifiants bancaires pour le profit, jusqu'à de l'espionnage étatique, économique, etc. On avait un peu de sabotage à la bonne franquette, c'est-à-dire c'était l'adolescent boutonneux dans son garage qui cassait un site web ou quelque chose comme ça. On avait des scénarios théoriques de sabotage à beaucoup plus grande échelle qui sont devenus une réalité, j'en reparlerai juste après, au cours des dernières années. Quelque chose qui est tout nouveau et qui commence à apparaître, c'est des choses plus complexes qui sont de la déstabilisation. Alors la petite image qui est en bas, là, au-dessus de déstabilisation, c'est associé à la cyberattaque qu'a subie Sony, qui a été publiquement attribuée à la Corée du Nord. Alors nous, on se garde bien de faire de l'attribution de manière publique, mais qui est un mix de sabotage, de déni de service. On défigure le site web, on empêche certains trucs de tourner. On publie des informations qui ont été volées, on renforce ça avec des fausses informations potentiellement. Donc c'est toute une opération de com construite autour d'un panel de cyberattaques. On peut se poser la même genre de questions autour des séquences électorales qui ont eu lieu récemment aux États-Unis, en Europe, où il y a eu ce genre de choses, alors avec des échelles différentes et des conséquences potentiellement variables et en tout cas pas forcément très claires dans certains cas. Mais voilà, c'est un peu ce que l'avenir nous réserve probablement, c'est ce genre de grande campagne de déstabilisation avec des acteurs très organisés derrière. Les profils d'attaquants, là encore une typologie qui vaut ce qu'elle vaut. On a des gens qui sont purement intéressés par le gain financier. Ça va du crime organisé qui va faire des campagnes de vol d'identifiants bancaires ou de rançongiciels pour obtenir des rançons. Ça inclut aussi ce qu'on appelle et qu'on voit apparaître des mercenaires, c'est-à-dire des groupes d'attaquants organisés et très compétents qui vont vendre leurs services aux plus offrants pour faire tomber le site web d'une entreprise concurrente, pour voler des secrets industriels, des secrets d'État, etc. Pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de choses et prêts à les payer. Des attaquants un peu plus idéologiques, alors il y a les Anonymous dans le genre, il y a ce qu'on appelle des cyberpatriotes, alors tout le monde a entendu parler des petits hommes verts ou des soldats russes en vacances en Ukraine, il y a un peu l'équivalent dans le cyberespace, donc des gens qui ostensiblement agissent à leur propre compte, motivés par des revendications plus ou moins idéologiques, qui peuvent faire des attaques y compris assez gênantes, même si c'est d'une technicité généralement assez faible. De l'étatique, évidemment, donc des services de renseignement qui font de l'espionnage, ça c'est leur boulot, voire qui parfois font des cyberattaques un peu plus violentes. Ne pas négliger toujours le côté ludique, alors avec deux composantes du ludique, c'est le script kiddie qui n'y connaît pas grand chose mais qui réutilise des outils qu'il a trouvés sur internet et qui va quand même potentiellement, c'est dommage que ça arrive mais c'est une réalité, faire tomber des choses importantes, jusqu'à des gens beaucoup plus évolués qui font ça pour le défi technologique. Et puis évidemment des gens qui font ça pour se venger. Ça arrive qu'un employé mécontent fasse tomber le système d'information de sa boîte en partant une fois qu'il a été viré. C'est à pas négliger parce que là encore, stricto sensu, c'est pas vraiment le problème de l'ANSSI dans l'absolu, puisque c'est plutôt de la cybercriminalité de base. Par contre, quand ça commence à faire tomber une infrastructure critique, ça devient notre problème.
En termes de finalité, là encore, l'appât du gain, la fraude, le vol de données bancaires, de choses comme ça, la neutralisation d'un service, un déni de service d'une manière ou d'une autre. On voit aujourd'hui, alors on peut pas, c'est pas de la séparation stricte, hein, on voit aujourd'hui des gens qui vendent des prestations de déni de service. Vous pouvez acheter un déni de service suivant un catalogue de prix qui est fonction du débit offert auprès d'un groupe plus ou moins occulte. Par exemple, pour faire tomber le site web d'un concurrent le jour où il veut annoncer un grand produit, pour faire une menace auprès de quelqu'un qui vous embête ou quelque chose comme ça. De la destruction pure et dure, on commence à le voir à travers des attaques informatiques, on peut avoir des conséquences dans le monde physique et détruire des choses réellement. Ça a été le cas. Alors le premier cas de figure de ce type de choses, et j'en reparlerai peut-être un tout petit peu, ça a été Stuxnet en 2011, dans lequel un virus informatique a permis de détruire des centrifugeuses, mais physiquement, en provoquant une sortie des paramètres physiques dans lesquels elles pouvaient fonctionner. De l'agitation de la propagande, là encore je vous renvoie aux exemples que je citais autour des campagnes électorales, autour de démarches qui vont du plus basique, des figurations de sites web, choses de ce genre-là pour afficher un message, un fond noir avec un message pas très sympathique dessus, ou des choses beaucoup plus évoluées qui s'inscrivent dans le temps avec de la fausse information ou des informations réelles mais volées et publiées. L'espionnage, ça reste un vrai gros sujet. Et quelque chose d'un peu nouveau qu'on commence à observer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ANSSI est amené à intervenir sur des suspicions d'attaque, où on découvre qu'il y a effectivement un attaquant au sein d'un réseau informatique par exemple. Notre première intuition, vu qu'il cherche à rester discret et qu'il est là pour faire de l'espionnage, mais en analysant un peu plus, on se rend compte qu'en fait il espionne pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il a juste pris la main sur le système, il s'est positionné à différents endroits clés du système, il a obtenu des droits administrateurs, il a la main mise sur l'Active Directory, des choses comme ça, mais il fait pas grand-chose. Donc notre intuition là-dessus, c'est que c'est des gens qui se prépositionnent pour être prêts à tout casser au coup de sifflet. Donc là on est plutôt dans des menaces d'ordre stratégique. Mais c'est le prépositionnement stratégique, c'est prendre la main sur un système, ne rien faire, mais attendre le jour J ou les conditions idoines pour mettre le système à plat, où on exfiltrerait toutes les données potentiellement. Alors, si je donne quelques exemples concrets, alors l'espionnage, c'est un petit peu compliqué d'en parler. Heureusement, nous, on a eu un représentant commercial ou une agence de pub gratuite qui s'appelle un certain Edward Snowden, dont le portrait est en haut de la slide, qui a révélé un certain nombre de pratiques d'espionnage d'une agence particulière qui est la NSA. Alors j'en ai donné quelques exemples qui vont du plus général, se brancher en bloc sur le stockage de données de grandes boîtes américaines, se brancher sur les câbles sous-marins, voir des choses. Le quantum theory, c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé, c'est de l'insertion de paquets dans un flux IP pour injecter des contenus dans la consultation d'une page web. Vous pouvez consulter une page web et grâce à ce truc-là, ils sont capables d'injecter du contenu JavaScript quelque part sur le fil qui sera exécuté sur le navigateur. Donc c'est des choses très très ciblées, très très avancées. Alors malheureusement, heureusement, il existe ce Edward Snowden. Il nous a fait beaucoup de bien en termes de sensibilisation parce qu'aujourd'hui plus personne n'ose nier le risque d'espionnage. Il a un peu biaisé la perception parce qu'il laisse entendre qu'il n'y a que les États qui espionnent, voire qu'il n'y a que les États-Unis qui espionnent, ce qui serait une erreur totalement naïve. Mais au-delà des États, il y a énormément d'espionnage à vocation économique qui peut tout à fait être le fait là encore, de mercenaires ou de crimes organisés qui vont vendre ça au plus offrant. La manière dont ça se passe concrètement, l'ANSSI est régulièrement... Alors on a entre 10 et 30 grosses affaires de ce type-là par an. On est appelé par une administration ou une entreprise sur la base de signaux faibles. Il y a quelques trucs louches qui se passent dans le réseau. On y va, on investigue et on constate que effectivement il y a une cyberattaque, voire il y a 2-3 attaquants différents qui sont présents au sein du réseau depuis au moins 3 ans et qui depuis au moins 3 ans exfiltrent systématiquement toutes les données pertinentes de l'entreprise ou de l'administration. Alors quand c'est une entreprise, ça peut être des secrets industriels, des secrets commerciaux, des listes de prospects, des offres commerciales. Et quand je dis au moins 3 ans, c'est généralement parce qu'on n'a pas de journaux
antérieure à 3 ans. Donc on sait que l'attaquant était déjà là dans les premiers journaux les plus anciens dont on dispose, mais on est incapable de dire à quel moment il est entré exactement. Donc voilà. Un exemple de sabotage, je l'ai déjà évoqué, TV5 Monde. Au début, ça pouvait sembler bien anodin, parce qu'il y avait juste une défiguration du site web, ils avaient perdu leur compte Facebook, leur compte Twitter, tout ça, c'est quasiment du pain quotidien, enfin, c'est rien de c'est l'équivalent de graffiti informatique. Puis ça a pris une ampleur totalement différente au moment où la chaîne s'est arrêtée. Et là, on a compris que l'attaquant... Alors, déjà, il avait préparé son coup, ça faisait au moins 3 mois qu'il était présent au sein du réseau de TV5 Monde. Il avait pris la main de manière systématique sur tous les composants critiques de leur système d'information. Et au jour J, à l'heure H, il a déclenché une opération de destruction. C'est-à-dire que, de manière systématique, il était en train d'effacer les firmware d'équipements embarqués, des caméras, de tous les outils de régie, de détruire les disques, etc. etc. Et donc c'était une opération qui visait effectivement à éteindre TV5 Monde. Une petite remarque, c'est pas parce que sur le site web il y a marqué Cyber Caliphate et je suis ISIS qu'on peut conclure de manière assurée que c'est bien ISIS, Daesh ou quelqu'un comme ça qui a fait le coup. Hein. Les fausses informations en la matière sont pas rares et l'attribution d'une attaque à un acteur en particulier est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui n'est d'ailleurs pas du ressort de l'ANSSI puisque ça nécessite également un travail de police ou de renseignement qui n'est pas dans nos prérogatives. Le sabotage, je l'ai évoqué un petit peu, c'était un scénario qu'on considérait comme théorique pendant très, très longtemps, qui nous alarmait mais sans concrétisation, qui est quelque chose qui est devenu aujourd'hui une vraie réalité. Alors, on a envie de se dire qu'une installation industrielle critique, une usine qui manipule des produits chimiques dangereux, une centrale thermique, un barrage hydroélectrique ou quelque chose comme ça, ça devrait strictement pas être attaquable, ça devrait pas être connecté à Internet. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que c'est de plus en plus connecté à Internet, ce genre de choses. Et même quand c'est pas connecté à Internet, il y a des moyens de l'attaquer. Donc le schéma typique, c'est quelqu'un qui, soit par Internet, soit par une clé USB qu'il branche sur son réseau isolé, importe un code malveillant. Généralement pas directement sur l'outil de production, mais sur le système bureautique qui est associé. Puis ce truc-là va se propager, soit par le réseau, soit là encore par des clés USB, pour arriver jusqu'à l'automate de contrôle industriel qui contrôle l'installation et à ce moment-là provoquer des vrais dégâts. J'ai donné l'exemple de Stuxnet qui était l'attaque sur des centrifugeuses iraniennes en 2011, qui est typiquement un exemple dans lequel il a surmonté ce qu'on appelle air gap, c'est-à-dire plusieurs réseaux déconnectés entre eux, parce qu'il s'est reproduit par clé USB de manière itérative jusqu'à arriver sur le cœur de cible qui était une installation totalement déconnectée. Depuis, on a eu des incidents de ce type-là dans des raffineries en Arabie Saoudite, dans des centrales électriques en Ukraine, etc. etc. Un autre cas de sabotage, un autre exemple, c'est ce qu'on a appelé Mirai, qui a fait un peu parler de lui il y a à peu près 1 an, dont les conséquences ont été très visibles puisque ça a réussi à faire tomber Internet sur toute la côte est des États-Unis pendant un certain nombre d'heures, ce qui n'est pas anodin et ça coûte... Personne ne s'est risqué à vraiment chiffrer combien ça avait pu coûter, mais ça a dû coûter bonbon. Et les attaquants, en première étape, c'était les petites caméras qu'on voit en étiquette ici, c'est-à-dire que c'était un réseau de caméras de vidéosurveillance à usage privé connectées sur Internet qui n'étaient pas sécurisées parce qu'elles avaient toutes le même mot de passe par défaut. L'attaquant, avec avec un code malveillant tout à fait générique, a pris le contrôle une bonne dizaine de milliers de caméras et leur a demandé de tout taper en même temps sur un serveur critique qui était celui de l'infrastructure DNS. Ça a fait tomber Internet pendant un certain temps. Je reparlerai de ces questions-là parce que 10 000 aujourd'hui, c'est même plus un gros nombre de machines zombies. On a des cas un peu plus mal définis. Alors on a beaucoup parlé au printemps dernier de 2 vagues de rançongiciel, terme barbare pour franciser le terme également barbare de ransomware, WannaCry puis NotPetya. Rançongiciel, je pense que ça parle à tout le monde, mais c'est un code qui normalement prend en otage les données, généralement en les chiffrant d'un poste et demande une rançon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on range traditionnellement dans la catégorie cybercriminalité de base, qui nous préoccupe pas trop,
qui préoccupe naturellement la police, la justice, etc., mais qui n'est pas dans les missions de l'ANSSI. Sauf que là, ça a débordé sur un certain nombre d'infrastructures critiques. WannaCry a en partie paralysé le système de santé britannique pendant un certain temps. On n'a pas eu le même genre de choses en France, mais ça doit être dû, ne nous le cachons pas, à moitié à la chance au moins. Un mois plus tard, NotPetya a paralysé un certain nombre de groupes. Saint-Gobain, qui a été très affecté par ce truc-là, a commencé à communiquer. Ça leur a fait perdre 250 millions de chiffre d'affaires parce qu'ils ont passé concrètement plusieurs semaines à fonctionner avec le crayon de papier et le téléphone, faute d'avoir un système d'information qui marche. L'analyse de ces trucs-là, juste pour en finir sur cette slide, montre que, alors soit c'était pas vraiment du racket et c'était plus du sabotage, soit c'était ça a été fait par quelqu'un qui était très bon informaticien mais très mauvais financier. Parce que les sommes recueillies sont minuscules. Ça se chiffre en centaines de milliers de dollars au maximum. Le code d'attaque a été extrêmement sophistiqué. Par contre, l'infrastructure pour collecter de l'argent derrière, on a l'impression qu'ils ont fait ça quand ils avaient le temps, juste avant de lancer le truc. Donc ça fait peser quand même un doute sur la vraie finalité de ce truc-là. Est-ce que c'était pour recueillir de l'argent ou est-ce que c'était juste une manière de camoufler quelque chose qui avait une finalité différente, à savoir saboter des infrastructures, sachant que ça a été, mais là encore, ça peut être circonstanciel, beaucoup lié à l'Ukraine. Alors, après ce petit florilège de choses qui devraient nous empêcher de dormir la nuit, quelques défis qu'on identifie à l'ANSSI qui vont nous occuper un peu dans les prochains temps. Je ne les passerai pas tous en revue, c'est pas exhaustif. Alors, premier buzzword, l'Internet des objets. On en parle beaucoup, ça ne veut pas forcément dire grand-chose de très précis, mais c'est quand même une réalité. Ça veut dire que des tas d'objets qui n'étaient pas informatisés ou en tout cas pas connectés vont le devenir. Ça nous préoccupe évidemment. Alors, on ne voit pas tant de nouveaux facteurs techniques de risque, même s'il y a des conditions un peu spécifiques qui font que c'est plus difficile à sécuriser. Le fait qu'il n'y ait souvent pas beaucoup de ressources, donc on ne peut pas faire de l'informatique, de la sécurité informatique très compliquée, le fait que ce soit potentiellement perdu dans la nature, etc. etc. Donc des choses qui sont des contraintes en plus pour sécuriser ce type d'objet. Mais les vulnérabilités sont finalement les mêmes. Par contre, on voit apparaître de nouveaux usages, donc de nouveaux risques, parce que des impacts d'attaques informatiques dans des domaines où on ne les attendait pas. J'en donnerai 2 exemples juste après. Des facteurs économiques qui vont être un peu gênants. Autant on peut se dire que, je prends l'exemple de Microsoft, ça a un sens économique pour eux de mettre le paquet sur la sécurité. Ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui de vendre un système d'exploitation qui soit une passoire complète. Donc ils ont intérêt à miser sur la sécurité. Maintenant, quand on est un fabricant de brosses à dents connectées, est-ce que ça répond vraiment à une attente des clients de sécuriser les brosses à dents? Probablement pas. Est-ce que c'est légitime pour l'État de réguler la sécurité des brosses à dents connectées? Probablement pas. Et pour autant, ces brosses à dents connectées, comme elles sont connectées à Internet, si vous perdez le contrôle d'un million de brosses à dents connectées, demain elles peuvent faire le Mirai 2 ou le Mirai nouvelle génération, beaucoup plus costaud et qui fera tomber quelque chose d'encore plus important que l'Internet sur la côte Est. Donc ça, c'est vraiment le risque systémique. Là encore, Mirai, c'était 10 000 et quelques caméras. Aujourd'hui, on parle de parcs d'objets connectés, tous du même modèle, avec tous potentiellement la même vulnérabilité, qui vont se chiffrer dans les millions d'équipements. Donc l'impact peut être gravissime. Donc les scénarios redoutés, bon, je les évoquais, la captation de données, on est dans des choses qui vont être près d'usages très privés ou près d'usages professionnels et près de données sensibles. Donc ça va être des capteurs en plus pour des gens qui veulent faire de l'espionnage. On va les retrouver dans des installations critiques, même industrielles, donc on aura derrière des atteintes à la vie humaine potentielles. Et puis ce vrai risque, aujourd'hui, on a de sérieuses inquiétudes sur la capacité d'Internet à résister à des vagues de déni de service, de DDoS massifs provoqués par ce type d'objet. Donc des exemples particuliers, le slide d'après, donc voilà, bon, un exemple relativement récent, c'était quand? C'était cette année. Un fabricant de pacemaker a été obligé de pousser en urgence des mises à jour. Alors je vous laisse imaginer comment on fait une mise à jour d'un pacemaker. Ça ne nécessite pas d'ouvrir le patient, mais c'est quand même pas très simple. Pourquoi? Parce que ces pacemakers avaient une interface sans fil de consultation pour qu'au moins le cardiologue, là aussi sans ouvrir le patient, puisse consulter des diagnostics. Sauf que cette interface sans fil n'était pas sécurisée et qu'on pouvait
par cette interface, faire sortir le pacemaker de ses paramètres normaux, et je vous laisse imaginer les conséquences sur la santé du porteur du pacemaker. Autre exemple, là aussi il y a un peu moins d'un an, Tesla qui fait des véhicules connectés. On a eu un premier exemple d'attaque à distance utilisant les interfaces sans fil sur un véhicule autonome, ou en tout cas connecté. Il suffisait de mettre en gros un hotspot Wi-Fi auquel la voiture allait s'associer pour prendre la main sur le système d'entertainment à bord, et puis par rebond sur les systèmes un peu plus critiques qui sont le bus qui commande les freins, l'airbag, la direction assistée, etc. Et donc faire des tas de trucs rigolos dont je vous laisse imaginer les conséquences sur une autoroute, freiner brutalement, tourner à gauche, tourner à droite, ouvrir les fenêtres, etc. etc. Donc voilà, rappel en urgence de pas mal de voitures, mise à jour en urgence, et ce genre de choses est amené à se répandre. Donc, malheureusement, face à ce genre de choses, la panoplie de contre-mesures classiques en termes de cybersécurité n'est pas forcément adaptée. Vous n'allez pas mettre un pare-feu, une sonde de détection d'attaque et un chiffreur IP devant votre brosse à dents, ou même devant votre caméra IP. Donc on a un certain nombre de choses à repenser. Nous, on voit pas une réponse unique, on voit un panel de réponses. Il y a des choses à faire sur le plan technique. Alors pas forcément sur chaque objet, ça passera jamais à l'échelle, mais sur des choses réutilisables, sur des techniques d'évaluation de sécurité de ce genre de choses, sur des outils de développement sécurisés, faire en sorte que le développeur ne puisse plus se tromper, parce qu'il ne faut pas non plus en demander trop aux développeurs, sur des briques de base réutilisables, je pense à une pile IP, une pile protocolaire un peu durcie, ce qui n'existe pas forcément à l'heure actuelle. Un travail technique à faire sur les infrastructures, le cloud, parce que généralement derrière un objet connecté, il y a un cloud et il fait beaucoup de choses. Donc sécuriser le cloud, c'est pas une sinécure, mais ça a un vrai intérêt. Sur des aspects très théoriques comme la crypto, les langages de programmation qui peuvent apporter des choses. Au-delà de la technique, il y a également à faire, alors sur le niveau réglementaire, dès lors qu'on a des vies humaines, il y a une certaine légitimité à ce que l'État élabore des textes réglementaires qui imposent certaines mesures de sécurité. Ça ne se prête pas à tout. Au-delà de ça, il y a des tas de leviers économiques qu'on va pouvoir chercher à explorer, faire jouer les assureurs, faire jouer les investisseurs, faire jouer les clients. Pour tous ces trucs sur lesquels il n'y a pas un enjeu de vie humaine, donc l'État ne va pas forcément tout réglementer, mais sur lesquels il y a potentiellement des enjeux économiques qu'on peut faire jouer pour amener plus de sécurité. Et puis il y a ce travail sur les risques systémiques, parce que là encore, on est avec un Internet qui va demain être confronté à des attaques massives. On a un travail qui est déjà engagé avec les opérateurs d'Internet, enfin les fournisseurs d'accès et les opérateurs de réseau, pour essayer de travailler à des architectures qui résistent mieux à ce genre de choses, parce que quoi qu'on fasse sur les mesures précédentes, on aura toujours des parcs de millions d'équipements qui seront plus mis à jour, dont le fabricant aura fait faillite, qui seront dans la nature et connectés à Internet et qui seront demain vecteurs d'attaque. Les systèmes industriels, alors j'ai parlé un peu de sabotage. Un système industriel, c'est quoi? C'est le truc à gauche pour vous. Donc c'est un outil de pilotage d'une installation industrielle. Celle-là, à vue de nez, ça ressemble à une centrale thermique. On n'a pas mis une centrale nucléaire pour pas stresser, mais c'est un peu pareil. Ça repose sur des machins qui sont la boîte grise qui est à côté. Là, c'est un automate programmable industriel, un modèle Siemens. Alors c'est sans doute le moins pire de tous, puisque c'est le seul qui a été certifié à ce jour par l'ANSSI. Alors on a envie de se dire, quand on voit un boîtier comme ça, c'est pas le truc auquel on pense en premier pour une attaque informatique, sauf que de plus en plus on les branche sur des tablettes, sur des choses comme ça, et donc in fine sur Internet. Et donc ce genre de choses va être soumis à des attaques. Si on passe à la slide d'après, le problème pour nous, ça va être sur ces choses-là, avant tout de gérer le legacy. C'est-à-dire qu'on est sur des installations industrielles qui ne sont pas mises à jour tous les 6 mois ou encore moins toutes les semaines, mais plutôt sur des cycles qui se comptent en années. Quand vous avez une centrale thermique qui marche, vous n'avez pas envie de faire une mise à jour logicielle, parce que les risques l'emportent sur les avantages. On est aussi sur des facteurs culturels, c'est-à-dire que les automaticiens qui travaillent sur ce genre de choses sont des gens qui programment en graph 7, qui ont des notions totalement différentes de l'informaticien standard, qui privilégient la sûreté sur la sécurité de fonctionnement. Un exemple typique, si vous avez une installation industrielle, vous avez un signal qui donne à penser qu'il y a une alarme ou une attaque de sécurité
sur un système, sur une partie de l'installation industrielle. La sûreté, dans certains cas, va vous amener à privilégier la continuité de fonctionnement, parce que vous n'avez pas envie que ça s'arrête brutalement. La sécurité informatique vous conseillerait plutôt d'arrêter ça brutalement. Donc, on est parfois sur des arbitrages qui ne sont pas simples à prendre. Donc on a un certain nombre de choses à faire. Oui, bon, j'accélère. Donc sur à la fois des solutions de détection, détecter les attaques si on ne peut pas les prévenir, sur des équipements de filtrage périphérique, mettre des pare-feux autour de ce genre de choses, c'est pas forcément trivial. Et sur un travail sur les nouveaux équipements. La crypto, j'en parle très rapidement. On pourrait avoir l'impression que la cryptographie c'est quelque chose de bien établi, il n'y a plus grand chose à faire, tous les algorithmes dont on dispose aujourd'hui sont relativement robustes, mais même dans ce domaine très théorique il reste énormément de choses à faire pour couvrir de nouveaux usages. Le chiffrement dans le cloud, faire en sorte qu'on puisse travailler sur des données directement chiffrées dans le cloud, c'est un vrai domaine de recherche. Travailler sur du chiffrement moins coûteux en ressources pour les objets connectés, c'est un vrai sujet. Et puis, on a une rupture anticipée qui est celle de l'informatique quantique. Il n'existe pas encore d'ordinateur quantique, mais il existe déjà des algorithmes conçus pour s'exécuter sur un tel ordinateur le jour où il existera. Ces algorithmes-là casseront complètement un certain nombre de primitives cryptographiques, essentiellement toute la crypto asymétrique, donc le RSA, les courbes elliptiques. Et il est important de réfléchir dès à présent, et on a des travaux engagés là-dessus, sur de nouveaux mécanismes cryptographiques, sur des bases totalement différentes qui résisteraient hypothétiquement à ce genre de choses. Intelligence artificielle, je vais passer très rapidement dessus aussi. Bon, il y a évidemment beaucoup de buzz autour de ça. Il y a des vrais usages potentiels de techniques d'intelligence artificielle pour la sécurité informatique, pour faire de la détection d'attaques, pour faire de l'évaluation, pour faire de la simulation. Et on a un vrai enjeu parallèlement sur comment est-ce qu'on sécurise ce genre de choses. Comment est-ce qu'on évalue une intelligence artificielle, sachant que l'essentiel de l'évaluation de sécurité, ça se base sur l'existence de spécifications. Or, les spécifications d'un réseau de neurones, ça ne vous dit pas grand-chose. C'est ce qui fait l'intelligence d'un réseau de neurones, c'est les données sur lesquelles il a appris. Et ça, on ne sait pas l'évaluer aujourd'hui. Voilà. Alors, pour conclure très rapidement, j'ai balayé, je suis désolé si ça va un peu vite, quelques métiers de l'ANSSI aujourd'hui. On a un truc un peu incongru, c'est on est une administration des services du Premier ministre qui emploie des chercheurs. On a des labos de recherche au sein de l'ANSSI. Alors, ils ne font pas que de la recherche, mais ils sont là pour également publier des papiers de recherche scientifique, se maintenir à l'état de l'art, valider leur niveau par des publications dans des choses soumises à revue par les pairs. Ils font également du prototypage. On a prototypé, voire on va au-delà du prototype, on a développé un système d'information, un système d'exploitation sécurisé qui s'appelle CLIP, qui est actuellement largement utilisé, qui était un prototype à la base et qui est devenu progressivement un produit. Et ils sont là pour faire bénéficier les autres de leur expertise. On a besoin énormément de spécialistes en traitement d'incidents. Alors qu'est-ce que c'est qu'un spécialiste en traitement d'incidents? C'est un cyberpompier qui va, alors il y a plusieurs spécialités, qui va sur un incident informatique analyser le code malveillant, analyser des traces de l'attaque informatique, donc chercher là encore l'aiguille dans une botte de foin qui consiste en quelques téraoctets de journaux divers et variés dont on suppose qu'ils reflètent une attaque, mais on ne sait pas exactement où elle se trouve, qui vont faire l'audit d'un système et qui vont faire toutes les opérations de remédiation et de bascule dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la planification, y compris des aspects chefs de projet qui consistent à planifier une opération complexe pendant plusieurs mois avant de la mettre en œuvre. Des architectes, alors ça c'est plutôt des gens un peu plus seniors et généralement barbus, qui vont être des conseillers de haut niveau sur l'architecture générale d'un système d'information, que ce soit pour nos besoins propres, parce qu'on a aussi une DSI qui se doit d'être exemplaire, ou dans des missions de conseil auprès, là encore, bah voilà, quand je vous parlais de Linky tout à l'heure, on a des architectes qui ont conçu avec Enedis qui porte le projet, l'architecture globale du système Linky pour éviter de l'exposer à trop de risques. Des analystes. Alors là, c'est à mi-chemin entre le journaliste d'investigation ou le détective privé. C'est des gens qui vont se spécialiser dans la compréhension de ce qu'on appelle les MOA, c'est-à-dire les modes opératoires adverses. Je l'évoquais tout à l'heure, on ne sait pas dire en général qui a commis une attaque, et ce n'est pas notre métier. Par contre, on sait l'associer à un mode opératoire, c'est-à-dire un ensemble de techniques, des outils particuliers, des méthodes d'approche particulières, des noms de domaines particuliers, etc., qui nous permettent d'attribuer ça à un groupe dont on est bien incapable forcément de dire l'identité, mais on sait dire de quel groupe il s'agit. Et on a des gens qui se spécialisent dans le suivi,
en fonction d'informations en source ouverte, en fonction d'informations de partenaires, en fonction des informations qu'on relève nous-mêmes dans des traitements d'incidents, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces groupes-là et essayer de prédire notamment quelles seront leurs prochaines cibles. J'ai presque fini. On a des métiers de certification, je vous parlais de la labellisation de produits, donc là c'est des métiers qui consistent à suivre l'évaluation d'un produit pour in fine lui délivrer un label. Ça ne veut pas dire faire soi-même l'évaluation, ça veut dire s'appuyer sur des tas de compétences tierces au sein de l'ANSSI et à l'extérieur pour faire l'évaluation d'un produit. Et je crois que c'est mon dernier. On a aussi beaucoup de métiers qui sont moins techniques. Celui de coordinateur alors, est particulièrement exigeant. C'est tout ce qui fait notre relation client, mais plus que de la relation client. Des coordinateurs sur un secteur d'activité, des coordinateurs face à un domaine international particulier ou sur un territoire particulier, qui vont être les guichets d'entrée, les gens qu'on va aller solliciter en premier quand on veut s'adresser à l'ANSSI, qui vont cadrer nos missions, voir s'il est approprié d'intervenir sur tel ou tel sujet, et puis assurer un pilotage global. Donc c'est des gens qui sont plus chefs de projet qu'autre chose. Et pressé par le temps, je ne sais pas s'il y aura du temps pour des questions éventuelles, mais sinon je peux rester dans les parages pendant un petit temps et répondre à des questions. Merci.